Régis l'a dit tout à l'heure, on a la chance d'accueillir pour cette ouverture de Paris Mat, enfin c'est après les photos, cette vraie ouverture, Éric Banel, qui est directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, sous vos applaudissements et la bande son. Bah, sans la bande son finalement, mais c'est pas grave. Bienvenue, cher monsieur. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général et chers amis du transport et du monde maritime que je vois dans cette salle, je reconnais certains visages. Une petite mention pour Mathieu Bérurier que je vois en face et qui a été certainement le premier à me parler de Paris Mat il y a maintenant un petit nombre d'années, quand tu étais venu me le présenter. Et je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors c'est la deuxième fois d'ailleurs. Et aujourd'hui je représente également nos deux ministres, à la fois la ministre de la Mer Catherine Chabot et le ministre des Transports Philippe Tabarot. Alors, en tant que directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, évidemment, j'ai à cœur de vous parler de transport maritime et de pavillon français. Et d'ailleurs, je commencerai par ça, en vous disant qu'il y a une notion que j'apprécie et que je reprends assez souvent. Tout à l'heure, d'ailleurs, c'est Pascal Dubois qui l'a cité, c'est la notion de place. Car lorsque les pouvoirs publics mènent une politique, en l'occurrence une politique de soutien à un écosystème de transport, et là, pour ce qui me concerne, le transport maritime, ce qui nous intéresse n'est pas simplement le monde du transport en tant que tel, c'est l'ensemble de la place, l'ensemble de l'écosystème autour du transport. Et si je regarde la politique publique que nous menons en faveur du transport maritime et en faveur du pavillon français, c'est une politique publique qui, depuis maintenant une dizaine d'années, a donné de grands résultats. C'est l'exemple d'ailleurs d'une politique publique qui réussit. Et cette politique publique, elle nous a permis non seulement de développer le nombre de navires sous pavillon français et de soutenir les armements français. Je rappelle qu'on a doublé en tonnage et qu'on a multiplié par 3 donc le nombre de navires sous pavillon français, de navires de charge, et qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'approcher les 500 navires de charge sous registre international français, ce qui est une très belle réussite. Mais dans cette belle réussite, un des objectifs dès le départ était de soutenir l'ensemble des maillons de l'écosystème, et l'assurance y avait toute sa place. Et d'ailleurs dans les deux sens, c'est parce que nous avons donc un écosystème de l'assurance en France que nous pouvons soutenir le pavillon français. Et c'est parce que nous soutenons le pavillon français que nous souhaitons aussi développer donc ce monde de l'assurance. Alors dans le moment que nous traversons, cette rencontre aujourd'hui, elle ne relève pas seulement d'un agenda professionnel. Je sais que vous êtes là pour parler évidemment business, mais elle relève également d'un aspect qui nous est cher, elle relève de la souveraineté de notre pays. Et au fond, elle fait ce lien entre souveraineté, sécurité et prospérité. Et si je regarde le transport maritime aujourd'hui, le transport maritime est l'ossature discrète mais efficace de la mondialisation, ça nous le savons, mais également de la stabilité de nos échanges économiques à travers le monde. Et l'immense majorité de nos échanges dépend, ce que nous a rappelé la crise à nouveau, j'ai tendance à dire, parce que ce n'est pas la première fois de ces dernières semaines et de ces derniers mois, la majorité de nos échanges dépend de la vitalité et de la sécurité du transport maritime, et notamment s'agissant des hydrocarbures. Or, ces routes passent par quelques passages étroits que nous connaissons, les fameux détroits, dont le détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui l'illustration la plus sensible. Depuis la fin du mois de février, les incidents s'y multiplient avec des attaques ciblant des navires commerciaux, des marins qui sont toujours bloqués, et je veux quand même les saluer, rappeler que nous avons des marins à la fois français mais aussi des marins étrangers travaillant sur des navires français, et que c'est aussi sur le plan social une de nos préoccupations majeures. Alors, ce détroit, par lequel transitent environ 20% du trafic pétrolier mondial, est désormais classé zone à haut risque, avec une hausse spectaculaire des primes et une réévaluation globale des expositions assurantielles. Ces derniers développements nous laissent espérer peut-être que cette situation s'améliore, mais le point n'est pas là. Ces événements nous ont rappelé une réalité simple au regard à la fois du droit maritime international et du contexte géopolitique. Sans liberté, sans sécurité de la navigation maritime mondiale, dans les détroits internationaux en particulier, l'économie mondiale vacille, elle est fragilisée, et c'est celle, au fond, c'est l'équilibre de nos sociétés, c'est la stabilité de nos sociétés contemporaines, occidentales en particulier, qui est menacée
menacés. Donc la reconnaissance du principe de libre transit, ce principe inscrit dans la Convention de Montego Bay, n'est pas seulement une clause abstraite du droit de la mer, mais c'est véritablement un combat que nous souhaitons mener. J'étais à la fin du mois d'avril d'ailleurs avec certains d'entre vous à Singapour pour la Singapore Maritime Week, et le sujet au-delà de la sécurité du détroit d'Ormuz était précisément comment rétablir après la crise cette liberté de navigation, cette liberté de circulation dans les détroits qui est reconnue par le droit international. Donc ces principes que l'on considère souvent comme des acquis peuvent être menacés très rapidement, et c'est ce qu'on voit à travers cette crise, et pourtant ils sont le socle juridique sur lequel reposent vos contrats, vos modèles de risque et in fine la continuité de l'approvisionnement de nos économies. Dans cette équation, l'assurance maritime, je le redis, est un maillon stratégique et essentiel. Elle valorise le risque, envoie des signaux de prix, conditionne des arbitrages itinéraires et contribue à orienter nos stratégies industrielles et géopolitiques. Alors face à cette montée des risques, la France est plutôt bien placée, d'abord parce qu'elle a une politique, comme je le disais, très forte, très active en faveur de son pavillon et en faveur de son secteur du transport maritime, mais également parce qu'elle a une feuille de route qui est une feuille de route assez claire sur la sécurité des approvisionnements et la sûreté des espaces maritimes. C'est un cadre interministériel dans lequel nous travaillons et que nous avons pu réactiver, faire évoluer à travers la crise que nous venons de connaître. Son objectif, c'est la sécurité des routes, la protection des approvisionnements et la défense de nos souverainetés maritimes. Dans l'Indo-Pacifique, comme dans les espaces de transit, nos forces navales, appuyées sur nos territoires ultramarins, contribuent à la stabilité de ces routes maritimes, en lien étroit avec nos partenaires européens et internationaux. Et je tiens à dire que les Outre-mer ont, dans cette stratégie, toute leur place. Parce que ce sont souvent des laboratoires, et je l'ai vu dernièrement au paroxysme de la crise, ce sont souvent des laboratoires de ce qui peut mal se passer, de premiers blocages, puisque ces territoires sont très dépendants du transport maritime et de cette sécurité des approvisionnements, et les premiers territoires comme Mayotte par exemple, comme le Pacifique, à avoir été impactés par la crise que nous avons connue, ont été des territoires ultramarins. Et donc quelque part, ils nous obligent aussi à anticiper, à être beaucoup plus réactifs, à regarder le marché international, puisque souvent dans le Pacifique, ça passe par Singapour, et à essayer des solutions qui seront ensuite utiles, nécessaires pour l'Hexagone et l'Europe continentale. Dans ce contexte, vous êtes en première ligne. Le secteur de l'assurance est en première ligne. La flambée des primes de guerre, pour un seul passage à Ormuz qui peut atteindre des niveaux de plusieurs points de valeur de la coque, traduit l'ampleur du choc de risque que vous devez absorber, évaluer et mutualiser. Des dispositifs spécifiques comme les nouvelles facilités de couverture des risques de guerre pour les navires souhaitant continuer à transporter et à passer par Ormuz témoignent de la capacité d'innovation du marché, et cela, je vous en remercie. Il pose aussi une question politique. Jusqu'où et à quelles conditions la communauté internationale accepte-t-elle de maintenir la circulation dans les zones à très haut risque, et à quel prix pour les acteurs économiques est-ce que c'est acceptable ? L'enjeu pour la puissance publique est clair, c'est de garantir un cadre lisible, de soutenir la compétitivité de la place, et j'insiste bien, de l'ensemble des acteurs de la place, de l'ensemble de la chaîne, et de préserver la continuité de nos approvisionnements tout en intégrant les risques de plus en plus hybrides, mêlant menaces étatiques, terrorisme, cyberattaques et j'en passe. C'est là que votre expertise, vos données, vos retours d'expérience sont indispensables pour nourrir nos stratégies nationales et européennes, notamment en matière de sécurité des détroits et de résilience des chaînes logistiques. Alors, oui, la géopolitique nous amène à reconsidérer un certain nombre de facteurs. Mais il y a aussi un autre élément de plus long terme sur lequel je souhaite insister et sur lequel vous avez aussi un rôle à jouer, c'est celui de l'innovation. Car certes, la géopolitique change, mais ça, nous en avons un peu l'habitude, mais le transport maritime se transforme également sur le plan technologique. Nous avons des navires qui, désormais, utilisent de nombreux combustibles, que ce soit le GNL, le méthanol, l'ammoniac. Alors certains, et notamment parmi les armateurs, me disent souvent l'État devrait choisir, orienter, dire quel est le carburant de demain. Et je leur réponds la plupart du temps, non, ce n'est certainement pas le rôle du pouvoir public de déterminer quelle sera la solution technologique de demain. Surtout pas. Et je dirais que si on le faisait, ce serait le plus sûr chemin pour faire une erreur ou pour vous induire sur la mauvaise voie. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner l'innovation, c'est d'être aux côtés des différents acteurs, aux côtés à la fois des armateurs, des chantiers navals, de tout l'écosystème de la construction, des startups, de ceux qui imaginent les solutions de demain, mais aussi des ports, des infrastructures, puisque l'un va avec l'autre.
Et d'ailleurs, vendredi, j'avais aussi une réunion assez intéressante, parce que ça nous vient un peu du monde anglo-saxon pour le coup, sur le nucléaire civil et l'utilisation de la propulsion nucléaire sur des navires de transport marchand. Et ce qui est amusant, c'est que les anglo-saxons, qui sont très friands de ce sujet-là en ce moment, d'ailleurs c'était un sujet très présent aussi à Singapour, ça l'a été à Londres en septembre dernier, sont venus voir la France, donc en se disant, bon, la France, puissance nucléaire par essence, donc vous avez certainement une grande expertise sur le sujet. Oui, on a une grande expertise sur le sujet, mais pas forcément sur l'utilisation civile. Donc là encore, on est en train de développer cette expertise. On est d'ailleurs en train de mobiliser aussi nos partenaires plutôt sur la dimension militaire, qui sont aujourd'hui très présents et qui forment un peu la force de notre écosystème, mais on aura besoin de vous sur l'aspect assurantiel pour réfléchir à la façon dont d'éventuels navires à propulsion nucléaire civile pourraient demain traverser nos espaces maritimes et faire escale dans un port. Donc ces projets d'innovation concentrent un niveau de risque technologique, financier et juridique élevé. Risque de construction au milieu hostile, risque de collision, d'interruption de production, d'interaction avec les autres usages. Donc tout cela est quand même aujourd'hui particulièrement à la fois prometteur, mais aussi exigeant dans la façon dont nous pourrons travailler avec vous. Et même la propulsion vélique, porteuse de risques mesurés a priori, modifie nécessairement l'approche assurantielle par les nouveaux modes de navigation qui en découlent. La nouveauté arrive pour tous, y compris par vous. Dans les innovations ou dans les nouveaux champs d'action, il y a celui des énergies marines renouvelables. L'éolien en mer devient un élément clé de notre mix énergétique, de notre indépendance vis-à-vis des énergies fossiles importées. Là encore, le risque technologique est élevé, les montages assurantiels ne sont pas forcément évidents, et pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, j'en vois aussi la complexité, et ils conditionnent directement l'intérêt bancaire des projets et donc le rythme réel de la transition énergétique en mer. En articulant mieux la stratégie énergétique de l'État, la régulation maritime et les solutions d'assurance, nous pouvons transformer ce qui apparaît aujourd'hui comme une accumulation de contraintes en un véritable avantage compétitif, à la fois pour la filière française, pour la transition énergétique, mais également pour la place française de l'assurance. Là encore, le dialogue qui permet justement aux acteurs d'échanger, et je pense que ParisMat est un lieu dans lequel cet échange peut se faire, entre régulateurs, industriels, financiers et assureurs. Ce dialogue est un maillon essentiel de la chaîne de décision et un maillon essentiel dans notre capacité, nous, pouvoirs publics, à nous positionner. Enfin, je vais aborder une autre thématique qui a été évoquée tout à l'heure, qui est moins peut-être dans les priorités de nombre d'entre vous, qui est aussi dans les politiques publiques que je suis, qui est la politique du nautisme et de la plaisance. Je trouve ça très intéressant que vous ayez abordé ce sujet, que vous ayez voulu le mettre à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est un sujet qui est peut-être moins identifié, souvent perçu comme un marché de niche, à tort d'ailleurs, parce que le secteur du nautisme et de la plaisance, c'est un secteur qui, en France, se développe, là encore, qui est un secteur qui, depuis de nombreuses décennies, exporte beaucoup des navires qui sont souvent des navires très innovants, à forte valeur ajoutée, construits dans des chantiers français, et le savoir-faire français, comme d'ailleurs de certains autres pays européens comme l'Italie, mais au fond on est un petit club assez rare, le savoir-faire français donc en la matière est considéré comme particulièrement fort, et donc c'est un secteur sur lequel en tout cas on est très présent. Cette politique publique qui est portée par le ministère de la mer et de la pêche, je voudrais également le dire, aujourd'hui, elle est forcément impactée par ce qui se passe sur le marché international. D'abord parce qu'un bateau, ça se transporte, souvent vers des acheteurs qui sont à l'export, et puis un bateau, là aussi, ça va être amené à circuler dans des zones, dans des espaces maritimes, certes, un peu protégés, en tout cas, donc c'est selon l'image qu'on en a, mais qui peuvent aussi être impactés par ce qui se passe donc, au niveau mondial et par des crises géopolitiques à répétition. Donc la question de l'assurance est une question qui est souvent abordée par les constructeurs, par les acheteurs, mais également par l'ensemble de l'écosystème. Donc vos organisations concourent ainsi directement avec les pouvoirs publics à l'amélioration de la sécurité et de l'acceptabilité des pratiques nautiques. Parce que j'insiste beaucoup, et le débat est très fort en France, mais aussi de plus en plus à l'étranger, les pratiques nautiques sont des pratiques qui sont interrogées par leur niveau d'impact sur l'environnement et leur niveau en quelque sorte de pollution globale, qu'elle soit sonore ou autre, ou d'encombrement dans nos zones littorales.
Et je voudrais à ce stade saluer le travail que nous avons fait ensemble, secteur du nautisme, secteur de l'assurance et pouvoir public, sur la mise en place du diagnostic prévent des bateaux de plaisance, qui est un bel exemple, lancé en fin d'année 2025, qui était un bel exemple de ce qu'on est capable de co-construire entre filières, en l'occurrence la FIN, la DGEMPA et France Assureur, donc une continuité entre l'ensemble des acteurs de cet écosystème exigeant. Ce dispositif, qui est non contraignant pour l'instant, permet d'améliorer la connaissance des acheteurs sur l'état des navires d'occasion. Il est un bon exemple de ce travail conjoint et de l'approche pragmatique entre l'administration et les filières économiques. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que souhaitent nos ministres, que nous travaillions main dans la main entre acteurs économiques et administration. Notre objectif étant de développer la valeur ajoutée et de développer la performance de l'économie maritime française. Je voudrais, avant de conclure, revenir à notre point de départ, le transport maritime de commerce et la situation dans les détroits. Ce que nous voyons aujourd'hui à Ormuz n'est pas un simple épisode conjoncturel. C'est, au fond, une sorte de stress test, de crash test, certains diront, qui nous oblige à réfléchir sur nos modes de fonctionnement. C'est un texte grandeur nature de la résilience de notre système maritime global, de nos chaînes logistiques, de nos ports et de nos modèles assurantiels. Les niveaux de risque dans le Golfe Persique ont été formellement rehaussés à un niveau qualifié de grave, ce qui reflète une prise de conscience internationale de la vulnérabilité de ces routes. Et là, j'ai envie de tester avec vous une notion peut-être un peu plus hétérodoxe, qui est au fond le rôle que vous jouez vis-à-vis des pouvoirs publics. Et quelque part, vous exercez une sorte de fonction régalienne par délégation, et c'est assez rare, mais pas forcément non plus tout à fait exceptionnel pour les pouvoirs publics de se reposer sur le marché, de déléguer au marché. Mais là, je trouve que, et c'est particulièrement le cas depuis ces derniers mois, nous avons besoin plus que jamais de votre expertise, de votre regard et de la façon dont vous percevez les risques. Et vous contribuez à dire, et je l'ai vu dernièrement, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui reste assurable, ce qui ne doit plus être assuré, et ce qui bascule dans la zone de l'extrême. Cette responsabilité, elle vous place au cœur de la réflexion stratégique des États, mais aussi des organisations internationales et des grandes entreprises, que ce soit les armateurs, les affréteurs ou les chargeurs. Ainsi, vous êtes en quelque sorte un expert auprès des pouvoirs publics et l'appréciation que vous portez est pour nous absolument essentielle et elle nous permet d'orienter et de guider les choix stratégiques que nous faisons. Pour l'action publique, l'enjeu est donc de consolider ce dialogue, de le développer, de lui donner peut-être aussi plus de formalisme, de se voir plus régulièrement, afin de partager l'information sur les menaces, de travailler sur des dispositifs de garantie et de réassurance adaptés aux crises extrêmes, et de renforcer la cohérence entre nos objectifs de sécurité, de transition écologique et de compétitivité. Paris-Mat, et je salue les organisateurs, offre précisément le cadre adéquat pour avancer ensemble sur cette voie, pour partager ces informations, pour également offrir des lieux de discussion entre l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique et, je le crois en tout cas, proposer des solutions adéquates au pouvoir public. Nous avons en tout cas besoin de croiser nos analyses de risque avec l'ensemble des stratégies que nous portons au niveau national, européen et international. Alors je forme le vœu que ces échanges que vous aurez aujourd'hui au cours de cette édition permettent de dégager des lignes de force claires sur la sécurité des routes internationales, sur l'assurabilité des détroits en crise, sur l'accompagnement assurantiel des transitions énergétiques en mer, mais aussi sur la consolidation de la place maritime française dans ce nouveau paysage. Je souhaite que dans nos échanges, nous pensions l'assurance comme un élément de cette stratégie d'ensemble que nous portons en faveur de l'écosystème maritime et en faveur de la marque maritime française. Alors, les tensions maritimes actuelles sont considérables, mais elles révèlent aussi la centralité de la mer, du fait maritime et de l'assurance dans le monde qui vient. Ce n'est pas forcément un mal, vous le savez, d'ailleurs donc, tous les acteurs du monde du transport le savent, au-delà même du maritime, le monde du transport, le monde du maritime est souvent perçu comme
un peu accessoires, un peu secondaires, pas forcément au centre de nos politiques publiques. Et je pense que ça, c'est un constat que nous partageons souvent et que nous essayons certes de changer à notre niveau chacun, mais en tout cas sur lequel nous avons une action de moyen et long terme assez forte. Or, ce genre de crise nous aide aussi à replacer le débat au centre de nos politiques publiques. Donc, je vous remercie de votre attention et vous souhaite des travaux à la fois lucides, ambitieux et utiles. En tout cas, pour nous, pouvoir public, ce sera un élément important de notre action, je le redis. Je pense que l'assurance, et l'assurance maritime en particulier, a un très bel avenir devant elle. Je lui souhaite bon vent, malgré les tempêtes, malgré les épisodes climatiques un peu extrêmes, et je suis sûr en tout cas que nous serons ensemble pour y faire face. Merci à tous.